Seversk est tombé, et beaucoup ne l'ont même pas remarqué. Pendant que le monde entier suivait les combats près de Pokrovsk, pendant que les analystes débattaient du sort de Mirnograd, pendant que les caméras étaient braquées sur Kupiansk et Vovchansk, l'armée russe a mené une opération remarquable de 3 mois. Une opération qui est restée presque inaperçue dans l'espace médiatique, mais dont l'importance est difficile à surestimer. Parce que Seversk n'est pas simplement une localité de plus sur la carte de la République populaire de Donetsk. C'est une clé logistique vers Slaviansk, c'est un nœud de voie ferrée, c'est la porte vers la partie nord du Donbass. Et la prise de cette ville ouvre une perspective complètement nouvelle pour le développement des opérations militaires dans cette direction. Le 11 décembre, le président de Russie a tenu une réunion avec le commandement militaire. Le chef d'état-major général Gerasimov a personnellement fait rapport sur la libération de la ville. Les commandants de tous les niveaux, jusqu'aux commandants de compagnie, ont rendu compte du développement de l'opération. Et voici ce qui est stupéfiant. L'assaut final de Seversk n'a pris que 2 jours. 2 jours pour une ville que les forces armées ukrainiennes tenaient depuis 2014. Comment est-ce possible? Comment 84 combattants, c'est exactement le nombre qui a participé à la phase finale de l'assaut, 28 groupes de 3 personnes, ont-ils pris toute une ville? La réponse réside dans les 3 couches de cette opération. La première couche, la tactique de l'assaut final, dont nous parlerons en détail. La deuxième couche, la préparation de plusieurs mois menée depuis septembre et dont les médias ont à peine parlé. Et la troisième couche, l'importance stratégique de Seversk pour l'offensive ultérieure sur l'agglomération de Slaviansk-Kramatorsk. 3 couches d'une seule opération, chacune méritant une analyse séparée. Mais la question principale qui se pose après l'annonce de la libération de la ville est la suivante. Pourquoi s'est-on tu si longtemps à ce sujet? Pourquoi Seversk a-t-il été pris pratiquement dans le silence pendant que le monde entier regardait ailleurs? Et quel message le président Poutine a-t-il envoyé à Washington avec cette réunion au Kremlin, où les commandants faisaient rapport sur de vraies villes capturées pendant qu'à Kiev Zelensky débattait des points du plan hypothétique de Trump? Commençons par comprendre pourquoi la libération de Seversk est devenue une surprise pour la plupart des observateurs. La réponse est simple. Toute l'attention des médias était rivée sur d'autres directions. Pokrovsk, nœud stratégique, hub logistique clé pour le groupement ukrainien dans la partie sud de la région de Donetsk. Mirnograd, important centre industriel. Kupiansk, porte vers la région de Kharkiv. Vovchansk, tête de pont pour faire pression sur Kharkiv. Ces directions attirèrent les caméras. Ces villes étaient discutées dans les chaînes Telegram. Les analystes occidentaux écrivaient sur elles. Et Seversk? Seversk semblait avoir disparu de l'agenda médiatique. Il n'y avait pas de vidéos spectaculaires de percées, pas de déclarations retentissantes, pas de ce bruit médiatique qui accompagne habituellement les grandes opérations. Et voici ce qu'il est important de comprendre. Cela ne signifie pas que Seversk est soudainement tombé entre les mains de l'armée russe. Tout au contraire. Derrière cette apparente soudaineté se cache le résultat d'un travail extrêmement difficile et méthodique mené mois après mois dans des conditions où l'adversaire tentait désespérément de tenir ses positions. Simplement, ce travail se déroulait en dehors du flux d'informations principales. Parfois, les opérations les plus importantes sont précisément menées ainsi, inaperçues des médias, pendant que tout le monde regarde ailleurs. Pendant que les analystes font des pronostics sur le sort de Pokrovsk, l'armée russe change méthodiquement la carte sur un autre secteur du front. Et quand le résultat devient évident, il est déjà irréversible. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut revenir à septembre 2024. C'est alors qu'a commencé la préparation à la prise de Seversk, bien que peu de gens en aient eu conscience à ce moment-là. En septembre, la 25e armée a mené une opération dont il vaut la peine de parler en détail. La tâche était fixée. Expulser les forces armées ukrainiennes de la forêt domaniale de Serebrianka. Ça semble simple, n'est-ce pas? Mais voici ce qu'il faut comprendre. Les forces ukrainiennes se défendèrent dans cette forêt depuis 3 ans. 3 ans! Depuis 2021, elles avaient transformé cet endroit en zone fortifiée avec un système développé de tranchées, d'abris, de points de tir. Prendre une telle position, ce n'est pas simplement une tâche militaire, c'est un défi. Et la 25e armée a relevé ce défi.
Après la prise de la forêt, a suivi la capture de Yampil et d'Oronivka. Ces localités semblent être de petits points sur la carte, mais leur importance est énorme. Leur contrôle a permis de créer ce qu'on appelle un makikuot in Okawase, une position d'où on peut tirer sur la route Lyman-Seversk. Imaginez la situation du commandement ukrainien. Vous avez une ville qu'il faut approvisionner, et il y a une route par laquelle passe cet approvisionnement. Et maintenant, imaginez que l'adversaire a occupé des hauteurs, d'où cette route est entièrement visible. Chaque colonne de matériel, chaque camion de munitions, chaque véhicule avec des blessés, tout cela se retrouve dans le viseur. C'est ça, le balcon de tir. C'est le début de l'asphyxie logistique de l'adversaire. À partir de ce moment, la route Lyman-Seversk s'est transformée en zone de chasse. Artillerie, drones, observateurs, tout fonctionnait pour transformer la principale artère d'approvisionnement de Seversk en piège. Et ça marchait. Les pertes de matériel augmentaient, les colonnes passaient de moins en moins, l'approvisionnement de la garnison de Seversk devenait de plus en plus problématique. Mais ce n'était que la première phase d'une opération de plusieurs mois. Balcon de tir, créé, logistique de l'adversaire sous le feu, il était temps de passer à la deuxième étape. Octobre a apporté un nouveau tour à l'opération. La 85e brigade motorisée est entrée en jeu. Sa tâche était de libérer Fyodorivka, Zvanivka et Vimka, des localités au sud de Seversk. Et ici, il faut comprendre la tactique appliquée. Ce n'était là pas des percées rapides. C'était un travail méthodique. Reconnaissance des fortifications de l'adversaire, frappes avec des bombes planantes sur les points d'appui clés, nettoyage des positions par des groupes d'assaut, consolidation sur le terrain, progression vers la ligne suivante. Frappe, progression, frappe, progression. Comme une machine, comme un mécanisme d'horlogerie, sans hâte, mais imparablement. Les FAB faisaient leur travail. Les fortifications ukrainiennes créées pendant des années se transformaient en ruines en quelques minutes. Abris en béton, tranchées, points de tir, tout cela ne résistait pas aux impacts directs de bombes lourdes. Et après les frappes aériennes arrivaient les groupes d'assaut et nettoyant ce qui restait. Fin octobre, la 85e brigade est arrivée à la périphérie sud de Seversk. La ville était enserrée par le sud. Quot, 4 War, à l'ouest, périphérie sud sous contrôle, l'étau commençait à se resserrer. Fin octobre et début novembre sont devenus le temps du nettoyage de la poche à l'est de la ville. Cet élément tactique est souvent négligé, mais il est d'une importance critique. Une poche, c'est une saillie dans la ligne de front qui permet à l'adversaire de tenir les flancs sous menace. Tant que la poche existe, toute offensive sur la ville est risquée. On peut te frapper sur les flancs, on peut t'encercler toi-même. Par conséquent, la poche devait être liquidée. Et ce fut fait. À mi-novembre, Seversk était enserré de 3 côtés, de l'ouest, de l'est, du sud. La garnison ukrainienne n'avait plus que la direction nord, mais elle aussi était sous la pression constante de groupes de reconnaissance et de drones. Imaginez les soldats ukrainiens à Seversk pendant cette période. Ils voient pas comment, mois après mois, l'étau se resserre. D'abord, l'adversaire prend la forêt à l'ouest. Bon, on tient. Puis tombe le Quad 5. La route vers Lyman devient mortellement dangereuse. C'est dur, mais on tient. Puis l'adversaire arrive à la périphérie sud, puis nettoie la poche à l'est, puis commence à serrer par le nord. Et chaque mois, il devient plus clair. Les secours ne viendront pas. Les réserves ont été redéployées vers Zaporizhia, vers Kupiansk, vers Mirnograd et Pokrovsk. Pour Seversk, il ne reste plus de réserves. La garnison de la ville a été laissée à elle-même. Et ce n'est pas simplement un problème militaire, c'est une catastrophe psychologique pour les défenseurs. Mi-novembre est devenu le moment décisif. L'assaut de la ville à proprement parler a commencé. Mais ce n'était pas un assaut au sens classique, pas une attaque frontale avec des colonnes de matériel et d'infanterie. C'était un assaut par infiltration de petits groupes. Imaginez, quelques combattants pénètrent dans la ville sous couvert de la nuit, se consolidant dans un bâtiment, le jour dirigeant les frappes de drones et d'artillerie sur les positions de l'adversaire, la nuit progresse plus loin. Un autre groupe arrive d'une autre direction, encore un autre. Progressivement, pas à pas, bâtiment après bâtiment, quartier après quartier,
Les fantassins russes pénétraient de plus en plus profondément dans Seversk. Les drones fonctionnaient 24 heures sur 24. Les FPV kamikazes chassèrent le matériel ukrainien, les points d'appui, les concentrations de troupes. Les drones largueurs frappaient les tranchées et les abris. Les drones de reconnaissance transmettaient les coordonnées pour l'artillerie. Et les FAB détruisaient méthodiquement les fortifications que les groupes d'assaut ne pouvaient pas prendre. C'était une guerre d'un nouveau type, une guerre de haute technologie et de petits groupes, une guerre où l'important n'est pas le nombre de combattants, mais la capacité de coordonner leurs actions avec les drones et l'artillerie. Fin novembre, les fantassins russes ont percé jusqu'à la gare ferroviaire au centre de la ville. C'était une ligne critique. La gare ferroviaire, ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est un nœud de communication, c'est le symbole du contrôle de la ville. Sa capture signifiait que la défense de l'adversaire se fendait en deux. Le 25 novembre a suivi l'entrée de groupes d'assaut depuis le nord-est. Maintenant, la pression venait simultanément de deux directions. La garnison ukrainienne se retrouvait entre deux feux. Et il n'y avait pas d'issue à cette situation. Début décembre est devenu le début de la fin pour la défense ukrainienne de Seversk. Les forces armées ukrainiennes perdèrent le contrôle d'une partie de plus en plus grande de la ville. La logistique était complètement coupée. La route vers Liman était sous le tir du balcon de tir. La direction sud était fermée, l'est aussi. L'approvisionnement de la garnison se faisait maintenant seulement par les champs, par petits groupes, principalement de nuit, et cet approvisionnement était une goutte dans l'océan comparé à ce qui était nécessaire. Les blessés s'accumulaient, il n'y avait nulle part et rien pour les évacuer. Les munitions s'épuisaient. Et surtout, le moral était brisé. Quand un soldat comprend qu'il a été abandonné, que les réserves ne viendront pas, que le commandement l'inscrit dans la colonne des pertes, mais ne fait réellement rien pour le sauver, il cesse d'être un combattant efficace. Il commence à penser à la survie, et non à l'accomplissement de la tâche de combat. Du 3 au 5 décembre, s'est déroulée la dernière offensive depuis la direction Est. La défense de l'adversaire s'est définitivement effondrée. Ce n'était pas une bataille dramatique avec des contre-attaques et des tentatives désespérées de s'échapper. C'était l'achèvement méthodique d'une opération menée pendant 3 mois. Les unités ukrainiennes soit battaient en retraite, soit se rendaient, soit mouraient. Le choix n'existait essentiellement pas. Le 11 décembre a retenti l'annonce officielle de la libération de Seversk. Des vidéos de combattants de la 6e brigade cosaque dans la ville sont apparues sur les réseaux. Les habitants sortèrent dans les rues, remerciaient les libérateurs. L'opération était achevée. Et maintenant, revenons à la question posée au tout début. Comment 84 combattants ont-ils pris toute une ville? 28 groupes d'assaut de 3 personnes chacun. C'est tout ce qu'il a fallu pour la phase finale de l'assaut qui a duré 2 jours. 84 personnes pour une ville que les forces ukrainiennes défendaient depuis 10 ans. Comment est-ce possible? La réponse est que ces 84 combattants n'étaient pas la force de frappe qui a brisé la défense. Ils étaient l'accord final d'une symphonie jouée pendant 3 mois. La défense de l'adversaire avait été brisée bien avant que ces groupes n'entrent dans la ville. Elle avait été brisée en septembre, quand est tombé le balcon de tir et que la route vers Liman s'est transformée en zone de mort. Elle avait été brisée en octobre, quand les abords sud de la ville sont passés sous le contrôle des forces russes. Elle avait été brisée en novembre, quand la poche à l'est a été liquidée et que l'encerclement s'est refermé. Au moment où les 84 fantassins ont commencé l'opération finale, la garnison ukrainienne de Seversk était déjà morte d'un point de vue militaire. Elle ne le savait simplement pas encore. La tactique des petits groupes a fonctionné parce que toutes les conditions avaient été créées pour elle. Infiltration secrète, parce que l'adversaire était épuisé et ne pouvait pas contrôler tous les accès. Travail avec les drones, parce que la défense anti-aérienne ukrainienne avait été supprimée par l'artillerie et les FAB. Coordination avec l'artillerie, parce que la reconnaissance menait une surveillance constante des positions de l'adversaire. Progression rapide, parce que les forces armées ukrainiennes n'avaient pas de réserve pour organiser des contre-attaques. 84 personnes en phase finale. N'est-ce pas l'indicateur que la défense des forces armées ukrainiennes était déjà brisée au début de l'assaut? N'est-ce pas la preuve que 3 mois de travail méthodique ont fait leur œuvre? Mais la prise de Seversk n'est pas seulement une victoire militaire,
C'est une clé stratégique pour la prochaine étape de l'opération dans le Donbass. Et ici, il faut regarder très attentivement la carte. Par Seversk passent des branches ferroviaires vers Krasny Liman et vers Slaviansk. Sans ces branches, pas d'approvisionnement normal pour le groupement en offensive. Sans Seversk, l'armée russe pouvait faire pression sur Liman et Slaviansk, mais ne pouvait pas assurer un approvisionnement stable de ses forces pour une offensive ultérieure en profondeur dans la défense ukrainienne. Avec Seversk, ce problème est résolu. Suivons la chaîne logique. Seversk donne le contrôle des branches ferroviaires. Les branches ferroviaires donnent la possibilité d'acheminer matériel, munitions, renforts à échelle industrielle. Cet approvisionnement permet d'augmenter la pression sur Krasny Liman. La chute de Liman ouvre la route vers Slaviansk. Slaviansk, c'est la porte vers Kramatorsk. Slaviansk et Kramatorsk ensemble, c'est l'agglomération de Slaviansk-Kramatorsk, le plus grand nœud urbain de la partie nord du Donbass, la dernière ligne de défense vraiment sérieuse des forces armées ukrainiennes dans la région de Donetsk. Sans Seversk, cette chaîne ne fonctionne pas. Sans Seversk, pas d'approvisionnement. Sans approvisionnement, pas d'offensive. Sans offensive, pas de libération du nord du Donbass. Seversk n'est pas simplement une ville de plus sur la carte. C'est un nœud logistique sans lequel la progression ultérieure serait extrêmement difficile. Oui, on peut faire la guerre sans chemin de fer. On peut tout acheminer par transport routier. Mais les échelles seraient complètement différentes. Le chemin de fer, c'est des centaines de wagons par jour, c'est un flux continu de marchandises, c'est la possibilité de maintenir sur le front de grandes forces avec un puissant soutien de feu. Le transport routier ne peut pas assurer cela. Par conséquent, le contrôle des nœuds ferroviaires est toujours une question stratégique, et non tactique. Et Seversk est l'un de ces nœuds. Mais il y a aussi un autre aspect de l'importance de Seversk. Sa perte est un symptôme de l'épuisement profond du groupement ukrainien dans cette direction. Réfléchissez. Le commandement ukrainien connaissait l'importance de la ville, connaissait son importance stratégique. Aurait-il simplement abandonné sans combattre? Bien sûr que non. Ils ont combattu pendant 3 mois. Mais ils ne pouvaient pas transférer de réserves, parce que les réserves étaient nécessaires près de Zaporizhia, près de Kupiansk, près de Pokrovsk et Mirnograd. Le groupement ukrainien sur la direction nord du Donbass s'est retrouvé dans une situation où il devait diviser ses forces entre Seversk et Krasny Liman. Au final, une ville a déjà été perdue. Et maintenant, la pression sur Liman ne fera que croître, parce que les forces libérées peuvent y être transférées. Et si Liman tombe, toute la défense dans cette direction peut s'effondrer comme un château de cartes. Le groupement des forces armées ukrainiennes sur le flanc nord du Donbass est au bord de l'effondrement. Ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité militaire visible dans la dynamique des opérations. Quand tu perds ville après ville, quand tu n'as pas de réserve, quand la logistique craque de partout, quand le moral chute, tu es au bord de l'effondrement. Et Seversk est encore un pas vers cet effondrement. Pas le dernier, mais très important. Et maintenant, regardons les événements du 11 décembre sous un autre angle. Le président Poutine tient une réunion avec le commandement militaire. Gerasimov fait rapport sur la libération de Seversk. Les commandants de tous les niveaux, jusqu'aux commandants de compagnie, rendent compte du développement de l'opération. Ce n'est pas simplement un événement de routine, c'est un message. Un message adressé non pas tant au public russe qu'à Washington. Pensez au contexte. Ces mêmes jours, Zelensky discute publiquement du plan de Trump pour le règlement du conflit, débat de certains de ses points, essaie de montrer que Kiev a sa propre position dans les futures négociations. Mais voici le problème. Pendant que Zelensky débat de mots et de points dans les médias, au Kremlin, les commandants font rapport sur des villes réellement capturées. Pendant qu'à Kiev se déroulent des discussions sur des échanges hypothétiques de territoires, l'armée russe change méthodiquement la carte sur le terrain. Et cette carte est la seule qui ait une importance réelle dans les négociations. La réunion au Kremlin est une démonstration de qui détient l'initiative stratégique dans cette situation. C'est la preuve que les cartes de Poutine, territoires effectivement capturés, villes contrôlées, logistique établie, pèsent plus que les arguments de Zelensky, qui ne peut que débattre des plans d'autrui, mais ne peut rien proposer de propre, soutenu par une force réelle. Qui dans cette situation est le sujet des négociations et qui est l'objet des décisions d'autrui? La réponse est évidente.
Le sujet, c'est celui qui change la carte. L'objet, c'est celui qui réagit à ces changements. Poutine a souligné lors de la réunion la progression constante de la libération des territoires et le contrôle complet de l'initiative stratégique. Ce ne sont pas des mots vides. C'est la constatation d'un fait confirmé sur le terrain chaque jour. Seversk, Kourakov, progression près de Pokrovsk, pression sur Liman, tout cela est l'élément d'une seule stratégie réalisée indépendamment de ce qui se dit à Kiev ou à Washington. Mais ici se pose une question intéressante que posent de nombreux observateurs. S'il y a un plan de Trump qui suppose théoriquement un échange de territoire, disons, la Russie consolide la région de Donetsk, mais rend des parties des régions de Kharkiv et Dnipropetrovsk, alors pourquoi ces combats acharnés près de Vovchansk, près de Kupiansk, près de Velika Mikhailivka, près de Pokrovsk? Pourquoi l'armée russe dépense-t-elle des forces et des ressources sur des directions qui pourraient théoriquement faire l'objet d'échanges? On peut proposer plusieurs explications. Premièrement, amélioration de la position de négociation. Plus tu contrôles de territoire au moment du début des négociations, plus ta position est forte. Si tu es seulement dans la région de Donetsk, tu as une carte. Si tu tiens des morceaux des régions de Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, tu as déjà plusieurs cartes qu'on peut jouer différemment. Deuxièmement, destruction des réserves de l'adversaire. Chaque direction active attire les forces ukrainiennes, les disperse, empêche de créer un point puissant sur un seul secteur. Troisièmement, création de zones tampons et de lignes de défense avantageuses au cas où les négociations échoueraient et que les opérations militaires continueraient. Mais il y a peut-être aussi une quatrième explication, que nous ne connaissons pas encore. Peut-être y a-t-il un calcul caché qui n'est pas encore révélé, ni publiquement, ni même dans les rapports confidentiels qui parviennent à la presse. Peut-être la stratégie est-elle beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Et nous ne le saurons que lorsque les résultats deviendront évidents. En stratégie, c'est souvent ainsi. Tant que tu expliques ce que tu fais, l'adversaire peut corriger ses actions. Par conséquent, les meilleures stratégies se révèlent après coup, quand on ne peut plus rien changer. Alors, rassemblons tous les éléments de cette histoire. 3 mois de préparation de septembre à décembre. Prise de la forêt de Serebrianka, création du balcon de tir, chasse au matériel sur la route Liman-Seversk. Libération de Fyodorivka, Zvanivka, Viimka, travail avec les FAB sur les fortifications, arrivée à la périphérie sud de la ville. Nettoyage de la poche à l'est, encerclement de Seversk de 3 côtés, privation de la garnison d'avant-terrain et de manœuvres. Assaut par infiltration de petits groupes, percée jusqu'à la gare ferroviaire, entrée depuis le nord-est, pression bilatérale, blocus complet de la logistique, épuisement de l'adversaire, brisement du moral. Offensive finale depuis l'est, capitulation ou retraite des unités ukrainiennes. Annonce officielle de la libération le 11 décembre. 84 combattants en phase finale, 2 jours pour achever une opération préparée pendant 3 mois. Seversk n'est pas simplement une ville. C'est une pièce d'échec dans un grand jeu où les enjeux sont l'avenir du Donbass et le format des futures négociations. C'est la clé logistique vers Slaviansk, sans laquelle l'offensive sur l'agglomération de Slaviansk-Kramatorsk serait extrêmement difficile. C'est la démonstration de l'initiative stratégique que la Russie tient entre ses mains. C'est un message à Washington. Pendant que vous discutez de plans, nous changeons la carte. Et c'est précisément cette carte qui sera sur la table des négociations, et non vos schémas théoriques. La perte de Seversk est un symptôme de l'épuisement profond du groupement ukrainien sur le flanc nord du Donbass. Un groupement qui ne reçoit pas de réserve, qui perd ville après ville, qui est forcé de diviser ses forces entre plusieurs directions simultanément, est au bord de l'effondrement. Et si Krasny Liman tombe, si l'armée russe arrive à Slaviansk, cet effondrement deviendra réalité. Seversk n'est pas encore le point de bascule, mais c'est un pas crucial vers lui. Selon vous, Seversk deviendra-t-il ce fameux point de bascule sur le chemin vers Slaviansk? Sa libération ouvrira-t-elle la route vers l'agglomération de Slaviansk-Kramatorsk, où le commandement ukrainien réussira-t-il à stabiliser la défense sur de nouvelles lignes? Écrivez en commentaire ce que vous pensez de l'importance stratégique de cette opération et de son influence sur le développement ultérieur des opérations militaires. Pendant qu'à Kiev on débat des mots de Trump et qu'on essaie de montrer qu'on a sa propre position,
Dans le Donbass, l'armée russe change méthodiquement la carte. Ville après ville, ligne après ligne, branche ferroviaire après branche ferroviaire. Et cette carte est la seule qui ait une importance réelle. Parce que dans les négociations, ce qui compte n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu contrôles. Pas les mots, mais les faits. Pas les plans, mais les résultats. Et Seversk est l'un de ces résultats qui a maintenant changé à jamais l'équilibre des forces dans la partie nord du Donbass.